I'm Dan Graboy, and this is Life in Time of Pandemic. Today's conversation will happen in French, hopefully entirely, starting now. Je suis Daniel Grabois et c'est la série La vie en temps de pandémie. Et je suis là aujourd'hui, je parle avec Baptiste Ligné. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors vous habitez en France et je pense que vous habitez à Dijon, c'est vrai? Oui, oui, à Dijon, tout à fait. Et vous êtes psychologue? Oui, Est-ce que psychologue clinicien. Cliniste, est-ce que vous êtes professeur aussi ou pas? Oui, enseignant-chercheur, oui. D'accord. Alors, c'est à l'université de Dijon. C'est ça, en Bourgogne. Est-ce que vous avez une spécialité en psychologie? Alors, je travaille avec des personnes qui ont des problèmes d'addiction ou D'accord. qui ont des problèmes d'addiction avec ou sans substance, surtout. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une correspondance où l'addiction et la pandémie vont ensemble? Je ne sais pas trop. Je dirais qu'il y a eu qu'il y a des conséquences, en tout cas, de cette pandémie sur les comportements d'addiction, oui. Et des conséquences aussi liées au confinement, donc au fait d'être bloqué chez soi, etc. Ça peut avoir effectivement beaucoup de Ça, conséquences sur le ça doit comportement, être, oui. ça doit être très, très difficile pour des gens qui sont addictés, je suppose. Oui, pour certains, oui, pas pour tous, pour certains. Tout dépend de la disponibilité de la substance, du produit ou du comportement auquel on est dépendant, ou duquel on souffre en tout cas. Je n'y Euh, avais pas pensé avant, mais je suppose qu'en temps d'isolation, si on est addicté aux drogues qui ne sont pas légales, ça doit être très, très difficile. alors oui et non. J'ai pensé aussi que ça devait être difficile. Et en fait, ils se débrouillent très bien pour quand même trouver des produits, même illégaux, même illicites. Euh, voilà, il y a quand même des systèmes de deal qui fonctionnent, de fournisseurs qui fonctionnent. Donc, bon, je pense que ça doit dépendre effectivement des régions. Ça doit dépendre aussi probablement des substances. Ça dépend probablement de plein de choses. En tout cas, il y a des organisations, voilà, les dealers s'organisent bien entre eux. Alors, même en temps de pandémie, il y a des réseaux de drogue qui continuent à marcher. Oui, bien sûr, oui. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est très déprimant, mais je suppose pour les addicts, ça doit être bien, hein. Alors oui, parce que certains émettent quand même aussi l'idée d'en profiter pour arrêter. Donc certains se disent, puisqu'il y en a moins ou puisque c'est plus cher aussi, c'est peut-être le moment du coup pour arrêter. En tout cas, et puis d'autres n'arrivent pas à réfléchir comme cela, ou en tout cas ont d'autres problèmes qui leur empêchent de faire ça. Mais peut-être qu'en tout cas, ça permet tout de même, en bien ou en mal, mais de réfléchir et de penser à ces comportements. Alors, est-ce que c'est une question d'arrêter? Est-ce que c'est une question de diminuer ou juste une question d'y réfléchir? Ce qui est déjà bien parfois pour certaines personnes. Il se passe quand même des choses du coup. Parce que même quand on se retrouve seul, on est seul avec son produit et seul avec son comportement. Donc, bon, pour certaines personnes, effectivement, ça peut permettre de réfléchir à ça. Est-ce que vous pouvez deviner la pourcentage des patients qui ont terminé d'utiliser les drogues? C'est beaucoup? C'est pas beaucoup? Vous ne savez Je pas? ne saurais pas vous dire, je ne sais pas. Moi, je travaille en plus dans un centre d'hébergement. Donc, j'ai pas une image globale. Donc, je pourrais pas vous dire. Je préfère pas vous dire parce que je dirais des bêtises. Mhm, Je pense il vaut mieux attendre les études qui vont sortir et qui vont donner des chiffres stables et précis. Donc, mhm. surtout qu'on n'a pas tout à fait encore conscience de tous les changements pour le moment qui sont en train de s'opérer. Donc, je pense qu'il faut attendre, être patient un petit peu, même si on a envie de savoir tout de suite. Mais je pense qu'il est important aussi d'attendre un peu
pour qu'on puisse se poser et réfléchir vraiment à ce qui se passe, parce que c'est maintenant que ça se passe. Et on a toujours besoin d'un petit temps de recul pour réfléchir. Alors, je préfère pas vous dire de chiffres parce que je vais dire des bêtises qui sortiraient de mon imaginaire, qui seraient pas du tout très sérieux, quoi. OK. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner une description de la vie dans les rues à Dijon? Est-ce qu'il y a beaucoup de masques? Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de Covid dans les hôpitaux? Oui, alors on a été une région, je crois, qui a été très rapidement touchée puisqu'on est à l'est de la France. Et c'est l'une des régions qui a été... on est juste en dessous de la région la plus touchée de France, qui est un peu plus au nord de Dijon. Donc on a été rapidement une région qui a été très touchée. Les premiers temps, il y avait encore pas mal de gens dehors, mais là, depuis quelques semaines, depuis fin mars, il y a quand même du coup des rues qui sont vides, qui sont désertes, sauf par moments. Il y a des petits moments où il y a un peu plus de monde dehors. Euh, donc c'est assez variable, mais c'est quand même relativement vide. Il n'y a plus de bouchons le matin pour aller au travail, ça c'est sûr. Il n'y a plus du tout de... Voilà, dans les commerces, c'est vide. Le centre-ville est vide. C'est quand même assez vide, ouais. Et vous travaillez à l'hôpital, c'est vrai? C'est un centre d'hébergement, donc c'est pas tout à fait l'hôpital. OK. Et, il En y fait, a, et vous êtes combien de médecins et de patients? Alors, c'est un centre d'hébergement où, en fait, il y a une dizaine de places dans ce centre d'hébergement. Mais avant le confinement, on a proposé à certains patients qui préféraient peut-être rentrer chez eux ou aller retourner dans leur famille, par exemple, pour cette période de confinement. Donc là, ils sont entre 5 et 6 à peu près. 5-6 patients qui sont accueillis. Et vous avez assez de masques et de tout ce qu'il faut? Oui, on a des masques, on a des gants, on fait attention. On Hmm. a aussi une chambre, j'allais dire une chambre d'isolement, même si j'aime pas trop ce terme parce que on n'est pas dans psychiatrie, mais une chambre effectivement qui est occupée actuellement d'ailleurs, qui était mon ancien bureau, qui était mon bureau normalement, et qui est devenue une chambre, mais comme elle est du coup à l'écart, il faut traverser la rue pour y aller. Pour les patients qui ont des symptômes ou pour lesquels on suspecte un Covid, et bien, du coup, ils sont dans cette chambre un petit peu à l'écart pour ne pas être avec les autres, Et est-ce pour que éviter vous, toute contamination. à Dijon, est-ce qu'il y a les mêmes règles qu'à Paris? Vous pouvez sortir et pendant Oui. quoi, une heure? Alors, on a pour les déplacements professionnels si nécessaire, pour l'achat de nourriture, l'alimentation, pour les médicaments par exemple, pour le sport, 1 heure. C'est 1 heure par jour et autour de 1 kilomètre autour de chez nous. Donc, il faut qu'on fasse attention effectivement à respecter ces règles-là. C'est la Alors, même chose qu'à Paris dans toute la France, c'est pareil. dans toute la France. Oui, Et, toute la France. et est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes de Covid à l'Est parce que c'est plus près à l'Italie, vous pensez? Ou est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus à l'Est? Alors, peut-être qu'on le sait, moi je ne le sais pas. Mhm, Mais non, parce que c'est pas probablement avec l'Italie, parce c'est une région qui est plus au nord que l'Italie, qui est mhm, plus touchée en France. mhm. Et puis d'ailleurs, il y a très rapidement eu un système de déplacement des patients pour désengorger justement les hôpitaux de cette région qui ont été bien sûr très vite remplis, enfin très vite débordés. Les patients sont envoyés, certains patients qui peuvent être transportés sont envoyés dans des régions moins touchées. Alors, les Euh, hôpitaux sont pleins ou euh, Je crois que c'est assez inégal selon les régions. mhm. Certains sont pleins et sont effectivement débordés, oui. Notamment dans les régions les plus touchées, oui. Et puisque vous voyez des patients, est-ce que vous avez peur d'attraper Non, le alors, Covid? moi une activité qui est relativement sécurisée puisque c'est un centre d'hébergement et ce centre d'hébergement est aussi confiné. Donc en fait, bon, d'ailleurs j'y vais moins, j'y vais qu'une seule journée par semaine. J'ai réduit mon temps et le reste du temps je travaille en téléconsultation avec les patients. Et du coup, le centre d'hébergement est aussi confiné. Donc, en fait, les patients, ils sont aussi confinés dans ce centre. Donc, en fait, moi, j'ai pas peur parce qu'il n'y a pas de risque. Hein, en fait,
Il n'y a que mes collègues qui viennent de l'extérieur. Et ce qui, du coup, est intéressant et ce qui est drôle, c'est que c'est nous qui portons les masques quand on va dans ce centre d'hébergement. Les patients, eux, n'en portent pas puisqu'ils sont confinés ensemble depuis le début. Et c'est nous qui venons de l'extérieur. Donc, le risque, c'est nous, en fait. C'est pas eux. Mhm. C'est nous qui nous déplaçons et qui venons de l'extérieur. Donc, c'est nous qui portons les masques. Mhm. Et est-ce que vous continuez à enseigner à l'université par téléconférence? Oui, oui. Très rapidement, dès que les universités ont été fermées, le ministère et puis la direction de notre université à Dijon a souhaité à ce qu'on continue à enseigner tant bien que mal. Moi, j'ai continué très rapidement. Je me suis mis très rapidement, alors que je ne connaissais pas tous les systèmes d'enseignement à distance, mais ça marche plutôt bien, je crois. En tout cas, pour moi, de mon côté, ça a plutôt bien marché. J'espère pour les étudiants aussi. Mais oui, j'ai continué à enseigner. J'ai même réussi à finir mon programme là pour le deuxième semestre. Donc, je suis assez content. Félicitations, c'est bien. Merci. Ici aux États-Unis, les décisions de comment continuer à enseigner sont faites université par université, mais il paraît qu'en France, c'était une décision nationale Oui. et la méthode d'enseigner par télé-instruction cette décision a été prise au niveau national aussi ou pas? Alors, c'est très drôle parce que, enfin drôle, je ne sais pas si c'est drôle, moi j'ai trouvé ça drôle, mais c'est le président de l'université qui nous a annoncé que les universités fermeraient. Donc c'est le président de la République, pardon, qui a annoncé ça. Mhm. C'est lui qui, un jeudi soir, nous a annoncé que les universités fermaient et que du coup, on devait continuer à enseigner dès le lundi. Malgré tout, on devait continuer à enseigner à distance. Donc c'est très bizarre de prendre, enfin en même temps, à l'université en France, c'est fait partie aussi d'un service public. Donc du coup, c'est des décisions effectivement qui sont prises par le ministère au niveau national et qui sont réparties en fait du coup au niveau des présidences des universités. Donc, à l'intérieur de chaque université, il peut y avoir peut-être des différences de logiciels, par exemple, ou de dates, quoique les dates sont assez communes. Mais sinon, non, effectivement, tout est centralisé. C'est le ministère qui nous donne des directives et les organisations, oui. Qu'est-ce que vous pensez? C'est mieux d'avoir un système national comme ça ou vous pensez que ça peut être mieux d'avoir des universités privées qui fonctionnent euh, différemment de l'une à l'autre? Alors là, comme je n'ai jamais essayé le système américain, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas ce qui est difficile en tout cas pour nous. Mais ce qui est peut-être le cas aussi aux États-Unis, je ne sais pas, ou dans d'autres pays qui fonctionnent de cette façon-là, c'est les différences d'accès à Internet et aux ordinateurs. Parce que effectivement, au niveau national, il a été décidé que les cours continueraient, mais on s'est vite rendu compte que certains étudiants n'avaient pas d'ordinateur, ou n'avaient pas de connexion Internet, ou n'avaient pas une connexion suffisante aussi pour accéder à des visioconférences ou pour télécharger des vidéos, par exemple, ou qu'il y avait un ordinateur par famille et que du coup, cet ordinateur-là devait être partagé, par exemple. Et ce qui nous a posé problème, et ce qui nous pose encore problème, puisque c'est un défi ou un challenge qu'on n'a pas encore réussi à relever. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais en tout cas, c'était une difficulté que l'on a rencontrée. Je ne sais pas si effectivement les universités privées ont peut-être plus de facilité à fournir du matériel aux étudiants. Je ne sais pas si c'est le cas, si ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis ou pas, j'en sais rien. Mais nous, ça a été une difficulté. C'est encore une difficulté importante. Alors là, on va ouvrir des salles pour donner accès à des étudiants à des ordinateurs et à des connexions, mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va être possible? C'est le gros problème enfin, c'est ce dont on s'est rendu compte là avec ce système-là. C'est les difficultés, les inégalités d'accès aux moyens techniques, quoi. Mhm. Alors, je suis professeur aussi de musique et de l'instrument le corps Oui. à l'Université de Wisconsin, dans la ville de Madison. C'est dans le centre au nord du pays. Et c'est une Mhm. université publique Oui. de l'État de Wisconsin. D'accord. Et nous, on a les mêmes problèmes d'accès. Mhm. Et c'est un État assez rural. Et Mhm. il y a plein
gens qui sont pauvres, qui ont, comme vous dites, un ordinateur par famille ou Mhm. même pas un. Et c'est à chaque université de trouver des solutions. Alors, notre université, par exemple, a acheté des microphones Mhm. pour des étudiants de musique qui n'ont pas pu en avoir. Et c'est difficile en enseignant la musique parce qu'on n'entend vraiment pas très bien. Et oui. Mhm. Est-ce que vous avez des problèmes qui sont exagérés par la téléinstruction ou est-ce qu'il y a peut-être aussi des choses qui vont mieux parce qu'il y a la téléinstruction? Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé que par l'enseignement à distance, par la télé-enseignement, euh, j'ai trouvé les étudiants euh, motivés ou plus attentifs. Alors, est-ce que c'est moi qui ne voyais pas qu'ils étaient attentifs avant ou est-ce que c'est effectivement maintenant, grâce aux moyens que je trouve qu'ils sont plus attentifs ou parce que c'est ce mécanisme-là qu'ils sont plus attentifs? Mais je découvre en tout cas des étudiants qui sont et c'est pas la première fois que je me fais la réflexion, mais je trouve que les étudiants sont toujours un peu plus motivés, un peu plus attentifs qu'on ne le croit, ou que je le croyais en tout cas. Donc, alors je ne sais pas si c'est cette situation qui a changé ça, ou si c'est ma perception qui change, je ne sais pas. Moi, j'ai découvert en tout cas des nouveaux systèmes, des nouveaux moyens d'échanger avec les étudiants. Par Euh, exemple, tous les logiciels, par exemple, ils existaient déjà, mais je les utilisais pas parce que je me disais bon, je ferai plus tard, j'en ai pas besoin. Puis je prenais beaucoup de plaisir à la relation avec les étudiants. Et puis finalement, en fait, on peut aussi prendre du plaisir aussi à distance. J'ai pris du plaisir là à enseigner malgré la distance. Alors c'est un peu frustrant parce que effectivement la relation n'est pas tout à fait la même. On peut pas, par exemple, vérifier les étudiants qui écoutent pas. On peut pas comment dire, les rendre plus attentifs. Ou alors, peut-être que je connais pas encore les moyens pour le faire. Euh, mais quand même, on a réussi à faire des séances de questions-réponses, d'échanges. On a même réussi à faire des séances d'échange sur les lieux de stage, parce qu'ils avaient fait des stages, et donc du coup, ils avaient des expériences à partager. Donc, on a eu des sessions très intéressantes sur des étudiants qui racontaient ce qu'ils avaient vécu, puis d'autres qui leur posaient des questions et qui racontaient. Donc, on a quand même réussi à avoir des échanges très intéressants. Et puis, je me suis aussi autorisé à leur demander beaucoup leur avis. Donc j'ai créé un forum, du coup, ils pouvaient poser des questions, ou je leur posais aussi des questions. Euh, et donc, on a réussi à échanger, j'espère. Alors, il faudra leur demander leur avis à eux, hein. Mais moi, je trouve que j'ai plutôt... En tout cas, on a bien réussi, je crois. Eux et nous, plutôt bien réussi. Malgré le stress du climat actuel. j'ai trouvé qu'en France, il y a beaucoup plus de stages dans l'éducation Ah, qu'aux États-Unis. d'accord. Et maintenant, quand c'est beaucoup plus difficile de voyager d'ici à là, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on peut faire les stages par télécommunication? Alors, en psychologie, non. Il y a une organisation qui regroupe tous les enseignants de psychologie en France, dans les universités, et qui a écrit c'est pas une loi parce que ça, c'est pas au niveau légal, mais ils ont écrit des recommandations en disant que qu'un stage ne pouvait pas être fait en télétravail parce que c'est pas des conditions classiques. Euh, et en psychologie clinique, notamment, on a besoin de la relation avec le patient, on a besoin de pouvoir être présent, être investi, engagé. Alors, les téléconsultations existent depuis longtemps et c'est très bien, mais ça ne peut pas être le cœur du métier. On peut très bien faire des téléconsultations et là, j'ai des étudiants qui effectivement continuent à avoir des patients en téléphone ou par visio.
mais ça ne peut pas être 100% du métier. Faut qu'à côté, il y ait aussi quand même une véritable relation avec la présence, parce que le corps est présent en visio, mais il est quand même différent, c'est fait différemment. Ça demande aussi une formation peut-être différente. Et du coup, non, on ne peut pas faire de stage, en tout cas en psychologie clinique, exclusivement à distance. Il faut qu'il y ait quand même une partie qui soit faite en présentiel pour les échanges. Là, par exemple, aussi pour tout ce qui est du niveau du collectif ou du groupe. Par exemple, là, dans le centre d'hébergement où je travaille, c'est important pour moi de passer du temps avec le groupe, de passer du temps aussi dans des moments collectifs, de manger avec eux, par exemple, de faire une activité aussi de groupe. Et c'est très difficile de faire en visio, à distance. Donc, il y a toute une partie qu'on ne peut pas faire en fait à distance. On peut faire beaucoup à distance, mais on ne peut pas faire exclusif. On ne peut pas faire que ça. C'est pas possible. Vous avez parlé de la tradition classique d'éducation en France et Mm. je pense que cette tradition est beaucoup plus profonde que la tradition américaine. D'accord. Par exemple, l'État de Wisconsin, où j'habite, a été fondé en 1848 et les Mhm. universités françaises ils avaient déjà leur tradition classique. Oui. Est-ce que vous pensez que les Français et les universités françaises vont adapter très bien à la situation actuelle ou est-ce qu'il y a beaucoup de résistance? Parce que la pandémie va peut-être durer longtemps, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous en Je pensez? crois je crois qu'on s'adapte plutôt bien. En tout cas, moi, je parle de mon université puisque je ne connais pas les autres, mais la mienne, en tout cas, a l'air d'être assez réactive et d'avoir mis en place, en tout cas, des plateformes et des logiciels qui semblent adéquats. Euh, alors, je pense que peut-être qu'on ne sera jamais aussi réactif et aussi euh, parce qu'il y a aussi le stress de la situation qu'il ne faut pas oublier non plus. Mais en tout cas, tous les outils que là j'utilise actuellement pendant cette pandémie, ils existaient déjà avant, en fait. Ils étaient déjà mis en place et certains de mes collègues les utilisaient déjà pour d'autres raisons. Et donc, j'ai réussi, ou on a réussi en tout cas, à mettre en place des petites formations pour découvrir ces logiciels ou ces plateformes. Et donc, finalement, ça s'est fait assez rapidement et assez facilement. Donc, je pense qu'on est capable de le faire. En tout cas, et je pense d'ailleurs même que ce que j'ai découvert là, de ces logiciels et de ces outils, je vais les réutiliser après, même hors pandémie, bien après, parce que c'est des outils quand même assez intéressants que je découvre, que je connaissais pas avant, mais qui là, du coup, m'ont fait découvrir des choses tout à fait intéressantes. Donc, il y a une adaptation qui se fait effectivement assez rapidement, je trouve, là, en tout cas. Alors Sans vous, oublier aussi d'ailleurs qu'on a des inégalités aussi au niveau des enseignants parce que il faut pouvoir aussi connaître ces logiciels, pouvoir y avoir accès et puis aussi pouvoir s'y investir, ce qui n'est pas évident forcément aussi de découvrir que tout ça. Il faut être assez curieux, flexible, disponible aussi. C'est pas évident aussi à ce niveau-là, quoi. oui, mon père a 84 ans. Il Ouais. enseigne toujours Ah mathématiques à ouais, l'université. Il le fait maintenant sur Zoom. Comme d'accord. nous deux, on parle sur Zoom aussi. Et eu, euh, il a eu beaucoup de mal à s'adapter. C'est évident, hein. Mais vous avez adapté très bien. Est-ce que vous pensez que après la pandémie, à la fin, quand on rentre à la vie normale, est-ce que vous allez voir un changement de méthode d'enseignement? Est-ce que vous allez prendre les choses que vous avez apprises maintenant pendant la pandémie et devenir un nouveau type de professeur avec des outils nouveaux? Et je m'excuse, mon français est horrible. Non, il est très bien. Il est très bien, votre français. C'est gentil. Je vous remercie d'ailleurs de vous adapter à moi. Oui, je pense que j'avais déjà commencé à changer ma façon de faire il y a quelque temps déjà. En... C'est idiot ce que je vais dire, mais de remettre vraiment l'étudiant au cœur du cours, au cœur de l'enseignement.
Je pense que je pense qu'on ne le fait jamais assez. Et j'avais commencé à le faire déjà il y a quelques temps, depuis 3 4 ans, et je crois que je vais le faire encore plus. Et comment Parce le que faire? ça, c'est une autre question. Je pense qu'il faut leur demander plus leur avis. Je pense qu'il faut qu'ils soient acteurs. Je crois qu'il faut qu'ils soient au centre du cours parce que on aura beau faire tous les cours que l'on veut, nous, en tant qu'enseignants, on ne sera jamais à leur place. On l'a été il y a longtemps, mais on l'a été, on ne l'est plus, et puis on est devenu enseignant. Sauf que nos étudiants n'ont pas l'objectif de devenir enseignants. Donc, ils n'entendent peut-être pas la même chose que nous. On l'a entendu à leur place, quand on était à leur place. Donc, je pense qu'il est important de s'adapter à eux et non pas à eux de s'adapter à nous. Et donc, et puis en plus, j'ai Odile. Odile m'a toujours dit il y a longtemps, et j'ai gardé ça en tête depuis longtemps. Elle me disait toujours, tu vas voir, toi tu vieillis, mais eux, ils ne vieillissent jamais. Du coup, il faut bien sûr, alors, il y a des nouvelles générations, il y a des nouveaux outils, ils arrivent toujours avec plus de téléphones et plus d'ordinateurs. Et du coup, il faut bien qu'on se rend bien compte qu'ils n'apprennent pas la même façon que nous, on apprenait, ou qu'on apprend encore aujourd'hui. Ils ont des informations différentes, ils ont des moyens différents. Et du coup, il faut bien qu'eux, ils nous apprennent ça pour qu'ensuite, on puisse leur apprendre, nous, ce qu'on a envie de leur apprendre. Alors Donc ça, il voilà, faut vraiment réfléchir. et voilà comment la tradition française va changer, peut-être. On verra. J'espère, ce serait bien. Ou peut-être pas changer, mais s'adapter. Garder S'adapter. des choses, garder des choses, parce qu'il y a des choses bien dans la tradition, et puis il y a des choses qu'il faut peut-être modifier, mais s'adapter, voilà. S'adapter, se changer un petit peu, voilà. Ça, je pense que c'est important, oui. Et je pense que c'est important pour les étudiants, sinon on les perd. Et puis sinon ils sont plus, on ne parle plus la même langue, sinon. Il y a combien d'étudiants de psychologie à votre université? Ils sont 1100 Alors beaucoup. à peu près. Oui. On est une Et, grosse section. Oui. et l'université en total, c'est combien d'étudiants? Vous savez? Ou je crois que c'est 35 000, il me semble. J'ai pas révisé avant, je sais pas. Oui, oui, mais c'est une grande université de la région. Oui, c'est Vient la plus grande de la région. de la Bourgogne. Oui, Et mon université a 45 000. Alors, d'accord. c'est un peu pareil, grande université régionale de l'État. Et les cours que vous enseignez, ce sont des cours sur l'addiction ou des autres topics? Oui, c'est tout ce qui est les psychothérapies, tout ce qui est aussi la psychopathologie, tout ce qui est aussi les outils d'évaluation, les tests, par exemple, de personnalité, les tests d'intelligence, toutes ces choses-là. Et est-ce que vous faites des recherches aussi? Oui, 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 aussi de la recherche. Et ça, c'est au sujet de l'addiction aussi ou Aussi pas? des addictions, aussi beaucoup sur la santé, sur les maladies, par exemple. J'ai beaucoup de projets de recherche là depuis quelques temps sur le cancer, par exemple, sur les maladies génétiques, sur sur les outils d'évaluation aussi, sur plein de choses différentes. Est-ce que vous pensez que les stress de la vie pendant la pandémie va résulter en plus de maladies qui résultent du stress? Est-ce que vous comprenez ce que je demande? Oui, à peu près, oui, oui. Est-ce Je qu'on sais. on va avoir plus de cancers, plus de maladies de cœur à cause du stress de ce jour-là? Eh bien, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de. On est en train de réfléchir aussi là, à des projets de recherche tout à fait intéressants sur la. Je ne sais pas si je vais répondre un peu à côté de votre question, mais sur la façon dont on se prend en charge pendant la pandémie. Parce qu'on discutait avec des médecins, et les médecins trouvent que finalement, en ville en tout cas, il y a beaucoup moins de personnes qui viennent les voir, où les patients ont très peur de l'hôpital. Donc, il y a des patients qui auraient besoin de médicaments, mais qui ne vont pas voir les médecins, ou qui auraient besoin de passer un examen, une radio, un scanner, IRM, des prises de sang, et qui n'y vont pas.
Donc les médecins ont très peur que le taux de mortalité après la pandémie va augmenter parce que il n'y aura pas eu beaucoup de dépistage, ou parce que les patients n'auront pas fait attention, ou parce que on a changé aussi notre façon de prendre soin de nous, peut-être aussi pendant la pandémie. Donc effectivement, ce stress-là, alors comme je le disais tout à l'heure, il faut peut-être attendre un peu pour voir, parce que j'ai vu plein de projets de recherche là qui sont en cours ou qui sont en train d'être validés là très bientôt pour effectivement étudier tout ça. Mais oui, effectivement, la situation actuelle étant extrêmement stressante, il se passe beaucoup de choses depuis la façon dont on mange, la façon dont on dort, la façon dont on vit, la façon dont on est avec les autres. Donc, tout ça aura des répercussions négatives, peut-être positives pour d'autres, hein, puisque ça peut être aussi dans les deux sens. Donc, on verra. Là, je n'ai pas de réponse encore très précise à vous dire, mais on aura des projets de recherche qui vont sortir très bientôt là-dessus. Donc, on va le savoir bientôt. On peut en parler encore dans 2 ans Oui. et on verra Bon, ce qui s'est passé. même 6 mois, je pense, parce Hmm. qu'il y a déjà des projets de recherche qui sont en cours. Donc, je pense que, d'ailleurs, beaucoup d'argent aussi est mis dans ces projets de recherche-là. Des projets de recherche, des appels de recherche là, qui devaient sortir d'ici quelques semaines ont changé en disant on ne fait plus les recherches qu'on avait prévu de faire, on fait des recherches du coup sur le Covid-19 ou sur le confinement ou sur la pandémie. Donc, je pense que dans quelques mois, moins de 2 ans, on aura déjà pas mal de choses qui vont sortir. Hmm. Un ami à moi m'a expliqué que ici à Wisconsin, il y a beaucoup d'hôpitaux, pas Oui, dans les grandes villes, mais des hôpitaux régionaux qui sont plus ou moins vides, qui ont des problèmes économiques parce que les patients ne veulent pas y aller. oui, c'est Et ça. c'est bizarre en temps de pandémie d'avoir des hôpitaux vides. C'est pareil J'ai en une, France? oui, enfin, je ne suis pas à l'hôpital, alors je ne veux pas dire quelque chose que je ne sais pas, mais une amie qui est médecin, qui travaille dans le sud de la France, me disait il n'y a pas longtemps, oui, en fait, du coup, moi, je pensais qu'elle allait être débordée et qu'elle allait être avec plein de patients. Et elle me disait, non, en fait, ils viennent pas me voir, les gens, parce qu'ils ont peur que tout le monde croit qu'on est débordé, et du coup, ils viennent plus nous voir pour. Du coup, c'est un peu embêtant. Et je pense que oui, effectivement, en fonction des régions ou des départements, il y a peut-être des hôpitaux qui sont moins touchés que d'autres. D'où le principe de transporter des patients dans d'autres régions euh, qu'il y a en cours, là, du coup, en France, en tout cas. Donc, et puis, il y a aussi effectivement peut-être une différence, alors je ne sais pas aux États-Unis, mais en France, il y a peut-être une différence entre l'hôpital qui est public et puis les hôpitaux qui sont privés, parfois dans des cliniques, ou peut-être que les systèmes sont différents, du coup. Moi, je suis sûr qu'ici, c'est très différent, mais il paraît qu'il y a les mêmes Oui, grandes idées qui fonctionnent qu'on a peur. On oui, a ça peur c'est d'y sûr. aller, on a peur d'aller voir le médecin. Et Et certains patients, même très malades, ont peur et ne vont plus voir leur médecin, alors qu'ils auraient bien nécessité à y aller, ou intérêt à y aller, en tout cas, oui. oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup de parler avec moi Merci à vous. et je vous souhaite bonne chance Merci. Bonne chance à vous aussi et dans le bon Wisconsin. été. Bon, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.